À Noël, mes parents m'ont chassé et humilié, ici, ce n'est pas pour les rater. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère a répondu, ta sœur présente son fiancé. Elle ne veut pas de toi. Ton métier d'ouvrière nous ferait honte. J'ai juste dit, je comprends. 5 jours plus tard, ils ont débarqué chez moi, livides, après avoir découvert l'impensable, le fiancé de ma sœur était l'homme dont j'avais sauvé la vie et la carrière 5 ans plus tôt. Et ils n'avaient pas oublié. Tout a commencé le 20 décembre. J'étais assise dans ma cabine de grue, à 60 mètres au-dessus du sol, dominant la ville de Clermont-Ferrand. C'est là que je me sens le mieux. Loin du bruit, loin des jugements, suspendu entre ciel et terre. De là-haut, les gens ressemblent à des fourmis, et leurs petits problèmes d'ego semblent insignifiants. Le vent d'hiver fouettait les vitres de ma cabine, mais le chauffage ronronnait doucement. Je venais de terminer une manœuvre délicate, déposer une poutre de béton de 8 tonnes avec une précision millimétrique. Mes mains, gantées de cuir épais, tremblaient à peine. C'était la fatigue, la bonne fatigue, celle du travail accompli. Je regardais les lumières de la ville s'allumer une à une, annonçant les fêtes de fin d'année. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une certaine excitation. J'avais commandé un foie gras artisanal du Périgord et une bouteille de vin rouge Grand Cru classé 2015, une petite fortune que je voulais partager avec mes parents et ma sœur pour le réveillon. J'ai saisi mon téléphone, mes doigts encore tachés de graisse malgré le chiffon que j'avais passé, et j'ai composé le numéro de la maison familiale à Vichy. Le téléphone a sonné 3 fois. J'imaginais ma mère, Josiane, essuyant ses mains sur son tablier impeccable avant de décrocher. Allô? Sa voix était sèche, pressée. Salut maman, c'est Yveline, dis-je avec un sourire dans la voix. Je t'appelle pour l'organisation du 24. J'ai récupéré le foie gras dont je t'avais parlé, et j'ai pensé qu'on pourrait. Elle m'a coupé net. Un silence lourd, pesant, a traversé la ligne. Ce genre de silence qui annonce une catastrophe. Écoute, Yveline. Elle a pris une inspiration bruyante, comme si elle s'apprêtait à plonger en apnée. Pour le réveillon de cette année, il y a un changement de programme. J'ai froncé les sourcils, mon regard fixé sur l'horizon grisâtre. Un changement? Papa va bien? Ton père va très bien, a-t-elle répondu rapidement, trop rapidement. C'est juste que... Coralie amène Fabrice à la maison. C'est la première fois qu'il vient. C'est très officiel. Je savais que ma sœur cadette, Coralie, fréquentait un homme depuis quelques mois. Elle en parlait sans cesse sur ses réseaux sociaux, le décrivant comme un visionnaire, un homme de la haute société. C'est super, ai-je répondu, essayant de rester enthousiaste. J'ai hâte de le rencontrer. Je mettrai une belle robe, promis. Non, Yveline. Tu ne comprends pas, le ton de ma mère est devenu glacial, tranchant comme l'acier que je manipulais toute la journée. On a discuté avec ta sœur. Elle pense, et je suis d'accord avec elle, que ta présence serait, comment dire, inappropriée. Mon cœur a raté un battement. Inappropriée? Je suis ta fille, maman. C'est Noël. Fabrice est un homme important, Yveline. Il dirige une immense entreprise de construction. Il vient d'un monde raffiné. Et toi? Elle a laissé sa phrase en suspens, mais le mépris était palpable. Regarde-toi. Tu as les mains abîmées, tu as cette odeur de chantier qui te colle à la peau même après la douche. Tu conduis cette horrible camionnette pleine de boue. Coralie a peur que tu ne fasses tâche. Elle veut que tout soit parfait. Elle ne veut pas avoir à expliquer pourquoi sa sœur est une manielle. Les larmes me sont montées aux yeux, chaudes et brûlantes, contrastant avec le froid de la vitre contre mon front. Donc, vous me demandez de ne pas venir? Vous me chassez pour Noël? Ne sois pas dramatique, a-t-elle soupiré. On se verra après les fêtes, quand Fabrice sera parti. On t'enverra des restes de dinde. Mais pour le 24, franchement, Yveline, ce dîner n'est pas pour les gens comme toi. Ici, ce n'est pas pour les rater. On a une image à tenir. Ce n'est pas pour les rater. La phrase a résonné dans ma tête comme un coup de marteau-piqueur. J'ai raccroché doucement, sans un cri, sans une insulte. J'étais tétanisée.
Je suis resté là, seul dans ma tour d'ivoire métallique, alors que la nuit tombait sur la France. Avant de vous raconter comment cette insulte a déclenché la plus grande erreur de leur vie, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? Je me sentais si seule ce soir-là dans ma grue, j'ai besoin de savoir que vous êtes là. Je pensais avoir touché le fond de la tristesse, mais je ne savais pas encore que ce coup de téléphone n'était que le début d'une guerre silencieuse. Ce que ma mère ignorait, c'est que le raté qu'elle venait de rejeter détenait un secret qui allait faire exploser leur petit monde de prétention. Je suis descendue de ma grue avec la lenteur d'un automate. Chaque barreau de l'échelle métallique me semblait peser une tonne. Le vent me giflait le visage, mais je ne sentais rien. La douleur à l'intérieur était bien plus vive que le froid de décembre. J'ai marché jusqu'à mon vieux pick-up garé dans la boue du chantier. Ma mère avait raison sur un point, il était couvert de terre. Mais ce qu'elle refusait de voir, c'est que cette terre était le signe de mon travail, de ma sueur, de mon honnêteté. En démarrant le moteur, qui a tout sauté avant de rugir, les souvenirs m'ont assailli. Ce n'était pas la première fois que je me sentais comme la pièce rapportée de la famille, le vilain petit canard boiteux. Cela a commencé il y a 10 ans. J'avais 24 ans. J'étais étudiante en architecture, brillante, passionnée. Je rêvais de dessiner des ponts, des musées, des bibliothèques. J'avais un avenir tout tracé. Et puis, mon père, Bernard, a fait son AVC. C'était léger, heureusement, mais cela a révélé une catastrophe financière qu'il cachait depuis des années, des dettes de jeu. Il avait flambé les économies de la famille au casino de Vichy. Nous étions au bord de la saisie immobilière. Ma mère était effondrée, incapable de gérer la situation. Et Coralie? Coralie avait 19 ans. Elle venait d'être acceptée dans une école d'art privée à Paris, une école hors de prix où l'on apprenait à développer sa créativité sans garantie d'emploi. Il fallait de l'argent, et vite. Beaucoup d'argent. Le salaire d'architecte débutant ne suffirait pas, et les études étaient encore longues. Alors, j'ai fait un choix. Le choix de la grande sœur. J'ai abandonné l'architecture. J'ai vu une annonce pour une formation accélérée de grutière et de conduite d'engins lourds. C'était un métier dur, dangereux, majoritairement masculin, mais ça payait incroyablement bien avec les primes de risque et les heures supplémentaires de nuit. J'ai pris ce virage brutal. J'ai troqué mes crayons et mes maquettes contre un casque de chantier et des bottes de sécurité. Pendant 5 ans, j'ai travaillé 14 heures par jour. J'ai mangé des sandwichs froids sous la pluie, j'ai dormi dans ma voiture entre 2 chantiers pour économiser le loyer. Chaque centime que je gagnais partait directement sur le compte de mes parents. J'ai remboursé les dettes de jeu de mon père. J'ai payé l'école d'art de Coralie. J'ai payé son appartement dans le Marais à Paris. J'ai payé ses vacances à Ibiza pour qu'elle puisse s'inspirer. Et quel a été mon remerciement? Le silence. Ils ont pris l'argent comme si c'était un dû. Pire, ils ont commencé à avoir honte de la source de cet argent. Quand les amis de Coralie demandaient ce que faisait sa sœur aînée, elle répondait toujours vaguement, « Oh, elle travaille dans le bâtiment, l'administration, je crois. » Elle n'a jamais dit, « Ma sœur pilote un monstre d'acier de 50 mètres pour que je puisse boire des cocktails à 20 €. » Je conduisais sur l'autoroute à 71, les larmes brouillant ma vue. J'avais sacrifié mes rêves pour sauver leur apparence, pour sauver leur toit. Et aujourd'hui, parce que mes mains portaient les stigmates de ce sacrifice, on me disait que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir à la table que j'avais sauvée. C'est fini, ai-je murmuré, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai fini d'être la banque invisible. Mais le plus ironique dans toute cette histoire, c'est qu'ils pensaient que j'étais une simple ouvrière vivant au jour le jour. Ils s'arrêtaient à l'apparence. Ils ne savaient pas ce que j'avais construit dans l'ombre pendant toutes ces années. Ils allaient bientôt découvrir que le « raté » de la famille avait mieux réussi qu'ils ne pouvaient l'imaginer dans leurs rêves les plus fous. Je suis arrivée chez moi 1 heure plus tard. Je ne vis pas dans un appartement HLM comme ma mère aime le raconter à ses amis pour se faire plaindre. Je vis en périphérie de Clermont-Ferrand, dans une zone qui semble industrielle et peu accueillante au premier abord. C'est là que je me suis garée, devant un grand portail en fer forgé automatique. Le portail s'est ouvert,
révélant non pas une petite maison, mais un ancien entrepôt logistique que j'avais racheté il y a 6 ans. À l'époque, c'était une ruine. Tout le monde disait que c'était une folie. Mais avec mes connaissances en bâtiment et mes bras, j'ai tout rénové moi-même. J'ai transformé une partie de l'entrepôt en un loft industriel magnifique de 200 mètres carrés. Plafond de 6 mètres, verrières immenses, cuisine de chef, sol en béton ciré chauffant. C'était mon sanctuaire. Mais le vrai secret n'était pas là. Le vrai secret, c'était les 3 autres entrepôts adjacents sur le terrain. Avec mon salaire de grutière, qui avoisine les 4 500 € nets par mois grâce à mon expérience et mes qualifications pour les travaux de haute précision, je n'ai jamais flambé. Je n'ai pas acheté de vêtements de marque comme Coralie. Je n'ai pas changé de voiture tous les 2 ans comme mes parents. J'ai investi. J'ai acheté ces entrepôts quand le marché était bas. Je les ai mis aux normes. Et aujourd'hui? Je les loue à des entreprises de logistique et de e-commerce. Chaque mois, en plus de mon salaire, je touche près de 4 000 € de loyer. Net d'impôts et de charges. Mon patrimoine immobilier, si on compte le terrain qui a pris une valeur folle avec l'expansion de la zone industrielle, dépasse les 1,8 million d'euros. Je suis millionnaire. Une millionnaire en bleu de travail. Une millionnaire qui conduit un pick-up de 2010. Je suis entrée dans mon loft, le silence m'accueillant comme une vieille amie. J'ai posé mes clés sur l'îlot central en marbre noir. J'ai sorti le foie gras de mon sac, celui que ma mère avait refusé. Je l'ai regardé longtemps. Il représentait tout ce que je voulais leur offrir, le meilleur de moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier mes comptes, une habitude qui me rassurait. Les chiffres s'alignaient sur l'écran, verts et solides. Ils étaient la preuve tangible de ma valeur, une valeur que ma famille refusait de voir. Coralie, ma sœur, vivait à crédit. Je le savais. Elle m'avait emprunté 2 000 € il y a 3 mois pour un projet urgent qui s'est avéré être un nouveau sac à main pour ses photos Instagram. Mes parents vivaient sur leur retraite, se plaignant constamment du coût de la vie tout en refusant de réduire leur train de vie bourgeois. Ils pensaient avoir le pouvoir parce qu'ils avaient l'apparence de la réussite. Ils pensaient que Fabrice, ce fiancé riche et puissant, était leur ticket gagnant pour valider leur statut social. Ils pensaient que je serais une tache d'huile sur leur nappe en soie. Ils voient la graisse, mais ils ne voient pas l'or, dis-je à voix haute dans le vide de mon immense salon. J'ai pris une douche brûlante, frottant ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, essayant d'enlever cette odeur d'ouvrière dont parlait ma mère. Mais même propre, même parfumée avec une essence de lavande coûteuse, je savais que pour eux, je resterais toujours celle qui est en bas de l'échelle. J'ai enfilé un pyjama en flanelle confortable. J'ai versé un verre de ce vin à 200 €. J'ai bu une gorgée. Il était divin. Mais il avait un arrière-goût amer, celui de la solitude. J'avais l'argent, j'avais la réussite, mais je n'avais personne avec qui la partager ce soir-là. Pourtant, au fond de moi, une petite flamme de colère commençait à se transformer en quelque chose de plus froid, de plus déterminé. Il m'avait rejeté. Ils m'avaient humilié. Très bien. Ils allaient apprendre que l'on ne juge pas un livre à sa couverture, et qu'on ne juge pas une femme à ses mains sales. J'ignorais encore que le destin, ou peut-être le karma, était déjà en train de préparer sa revanche. Et elle allait être spectaculaire. Le 24 décembre est arrivé avec un ciel bas et lourd de neige. Toute la journée, j'ai imaginé ce qui se passait à Vichy. Je voyais ma mère dresser la table avec sa porcelaine de Limoges, celle qu'on n'avait pas le droit de toucher quand on était petit. Je voyais mon père mettre son costume un peu trop serré. Je voyais Coralie virevolter, jouant à la maîtresse de maison parfaite pour impressionner ce fameux Fabrice. Moi, j'étais seule. Mais je refusais de me laisser abattre. Vers 19 h, j'ai enveloppé le foie gras, pris la bouteille de vin entamée, et j'ai traversé la rue. Je me suis dirigée vers la petite maison en briques de ma voisine, Madame Delorme. Madame Delorme a 74 ans. Elle est veuve depuis 10 ans. Ses enfants vivent au Canada et en Australie et ne rentrent jamais pour les fêtes. Ils envoient une carte, parfois un virement, mais jamais leur présence. Elle est l'une des rares personnes à connaître la vérité sur ma vie, sur mes investissements. Elle ne m'a jamais jugée. Elle m'a vu rénover mon entrepôt,
brique par brique, et elle m'apportait souvent de la soupe quand je travaillais tard le soir. J'ai frappé à sa porte. Elle a ouvert, surprise, vêtue d'un simple gilet en laine tricoté main. Yveline? Mais, tu n'es pas chez tes parents? J'ai secoué la tête, ravalant un sanglot. Non. Changement de programme. Je peux entrer? Ses yeux doux se sont voilés de tristesse. Elle a tout de suite compris. Elle ne m'a pas posé de questions stupides. Elle a juste ouvert grand la porte et a dit, « Entre, ma petite. Il fait froid dehors, et il fait chaud ici. » Nous avons passé la soirée ensemble, deux âmes rejetées par ceux qui devraient les aimer. Nous avons mangé le foie gras sur des toasts grillés, assis près de son vieux poêle à bois. Nous avons ri en racontant des histoires de chantier. Je lui ai raconté comment j'avais un jour soulevé une voiture mal garée qui bloquait l'entrée du site, sous les applaudissements des ouvriers. Elle a ri aux éclats, un rire franc et sonore. Puis, le moment est devenu plus solennel. Elle s'est levée et est allée chercher un petit paquet mal emballé dans du papier journal. « Tiens, dit-elle timidement. C'est pour toi. » J'ai ouvert le paquet. C'était une paire de mitaines en laine épaisse, tricotées à la main. Elles étaient d'un bleu profond, la couleur de mes yeux. « C'est pour tes mains, a-t-elle chuchoté. J'ai utilisé une laine spéciale, très douce, pour qu'elle ne s'abîme pas quand tu touches les manettes froides. J'ai regardé ces mitaines, puis mes mains. Ma mère voyait mes mains comme une honte. Madame Delorme les voyait comme des outils précieux qu'il fallait protéger. Elle a pris mes mains dans les siennes, ses doigts parcheminés caressant mes callosités. Tu as des mains de bâtisseuse, Yveline. Des mains qui créent, qui élèvent. Ne laisse jamais, jamais personne te dire que ces mains ne sont pas dignes d'être tenues. Ceux qui construisent le monde méritent la meilleure place à table, pas l'inverse. J'ai pleuré. Pour de bon cette fois. J'ai pleuré sur son épaule, libérant toute la tension, toute la honte que ma famille m'avait inculquée depuis des années. C'était un Noël étrange, sans sapin géant, sans cadeaux coûteux, mais c'était peut-être le Noël le plus authentique de ma vie. Je m'arrête un instant. Mettez-vous à ma place. Votre propre mère vous interdit de venir à Noël parce que votre métier lui fait honte, alors que c'est votre argent qui a payé sa maison. Honnêtement, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous coupé les ponts immédiatement? Auriez-vous débarqué à la fête pour faire un scandale? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait face à une telle injustice. Je lis toutes vos réponses. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement sur le canapé de Madame Delorme. Je ne savais pas que pendant ce temps, à 50 kilomètres de là, à Vichy, mon absence était en train de devenir le détonateur d'une bombe à retardement. Ce que je vais vous raconter maintenant, je l'ai appris plus tard, reconstitué pièce par pièce grâce aux récits terrifiés de ma mère et aux confessions calmes de Fabrice. À Vichy, la soirée avait commencé comme une pièce de théâtre parfaitement mise en scène. Coralie portait une robe rouge fendue, beaucoup trop chère pour son budget. Mes parents jouaient les aristocrates de province. Ils servaient le champagne, riaient trop fort aux blagues de Fabrice, essayant désespérément de lui plaire. Fabrice, lui, était un homme de 36 ans, grand, carré d'épaules, avec ce regard direct des hommes qui se sont faits tout seuls. Il dirigeait une entreprise de BTP pesant des millions, mais il n'avait jamais oublié d'où il venait. Il avait commencé comme manœuvre, puis chef de chantier, avant de grimper les échelons. Il détestait les faux-semblants. Pendant le dîner, il a demandé poliment, « Coralie m'a dit qu'elle avait une sœur aînée. Elle n'est pas là ce soir ?» Un silence gêné est tombé sur la table. Ma mère a échangé un regard paniqué avec Coralie. « Oh, Yveline !» a commencé ma mère avec un rire nerveux. Elle est en déplacement. Elle voyage beaucoup pour son travail. Ah bon? Dans quel domaine? A insisté Fabrice. Dans le management international, a menti Coralie sans sourciller. Elle gère des équipes à l'étranger. Elle est très occupée, très distante. On ne la voit jamais. Fabrice a hoché la tête, mais quelque chose dans leur attitude l'a dérangé. Il a senti le mensonge, cette petite vibration dans l'air quand les gens ne sont pas sincères. Vers 23 heures, alors que mon père racontait une énième anecdote embellie sur sa carrière, le feu dans la cheminée a commencé à faiblir. « Je vais chercher des bûches, »
a dit mon père en essayant de se lever, mais son arthrite le faisait grimacer. Restez assis, Bernard, a dit Fabrice en se levant. Je suis plus jeune, je m'en occupe. Où est le bois? Dans le garage, au fond du couloir, a indiqué mon père, soulagé mais inquiet de laisser l'invité de Marc aller dans les coulisses. Fabrice est descendu dans le garage. C'était un endroit sombre, encombré de vieux cartons. Il a ramassé quelques bûches. En se retournant, son coude a heurté une vieille étagère poussiéreuse. Un objet est tombé avec un bruit métallique. Il s'est baissé pour le ramasser. C'était un trophée. Un vieux trophée en laiton, terni par le temps. Il a frotté la poussière avec son pouce pour lire l'inscription. Concours régional de manutention de précision, premier prix, décerné à Yveline M, et en dessous, une date, 2018. Fabrice s'est figé. Il a regardé autour de lui et a vu, poussé dans un coin obscur, comme on cache une honte, un carton ouvert. À l'intérieur, il y avait des photos. Il en a pris une. C'était moi, Yveline, en tenue orange fluo, casque sur la tête, faisant un signe de victoire devant une grue libère gigantesque. Et à côté de la photo, une maquette en bois d'une grue à tours, faite à la main, que j'avais offerte à mon père il y a des années. Les mains de Fabrice se sont mises à trembler. Non pas de froid, mais de choc. Il a reconnu ce visage. Il a reconnu ce nom. Il est remonté dans le salon, les bûches dans un bras, le trophée dans l'autre main. Son visage était devenu de marbre. Il a posé le bois près du feu, puis il a posé le trophée brutalement sur la table basse en verre, au milieu des petits fours. Le bruit a fait sursauter tout le monde. C'est à qui, ça, a-t-il demandé d'une voix calme, trop calme. Ma mère a blêmi. Oh, c'est juste une vieillerie d'Yveline. Elle a eu une phase bizarre quand elle était jeune. Avant de faire du management. Fabrice a fixé ma mère droit dans les yeux. Du management? Josiane, arrêtez de mentir. Il a pointé le trophée du doigt. Yveline n'est pas manager. Elle est grutière. Et pas n'importe laquelle. C'est la meilleure grutière que j'ai jamais vue de ma vie. Coralie a éclaté de rire, un rire nerveux et strident. Grutière? Fabrice, ne sois pas ridicule. C'est un métier d'homme, un métier sale. Ma sœur est juste une ratée qui bricole, c'est pour ça qu'on ne voulait pas. Elle s'est tue, réalisant qu'elle en avait trop dit. Fabrice s'est tourné vers elle, le regard empli d'un dégoût soudain. Une ratée? Tu appelles ta sœur une ratée? Il a reculé d'un pas, comme si la proximité de cette famille le brûlait. Vous n'avez aucune idée de qui est votre fille, n'est-ce pas, a-t-il murmuré. Vous l'avez chassée ce soir parce qu'elle est ouvrière? C'est ça? Personne n'a répondu. Le silence était un aveu. Fabrice a pris son manteau. Où vas-tu? A crié Coralie, paniquée. Je pars. Je ne peux pas respirer le même air que des gens qui ont honte de ceux qui construisent leur toit. Il a claqué la porte, les laissant seuls avec leur dinde froide et leur honte brûlante. Je ne savais rien de ce drame. Je passais mes journées entre le chantier et mes entrepôts. Le 30 décembre, 5 jours après Noël, j'étais dans mon hangar principal. J'étais en train de réparer le système hydraulique d'un chariot élévateur. J'avais de la graisse sur le visage, mes cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et je portais ma vieille salopette préférée. Soudain, j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier de ma cour. J'ai levé la tête. La BMW de mes parents a dérapé et s'est arrêtée juste devant la grande porte ouverte du hangar. Ils sont sortis de la voiture comme une tempête. Ma mère, mon père, et Coralie. Ils n'avaient pas l'air tristes. Ils avaient l'air furieux. Enragés. J'ai pris un chiffon pour m'essuyer les mains, sortant calmement de l'atelier pour les affronter. Tiens, dis-je froidement. Les aristocrates de Vichy s'aventurent dans la zone industrielle? Attention, vous allez salir vos chaussures Gucci. Ma mère s'est jetée sur moi, le doigt pointé vers mon visage. Ses yeux étaient injectés de sang. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. Tu es contente de toi, hein? Espèce de petite garce égoïste, a-t-elle hurlé. Sa voix résonnait contre les murs métalliques du hangar.
De quoi tu parles, ai-je demandé, sincèrement confuse. Coralie s'est avancée. Elle avait les yeux bouffis de larmes, son maquillage coulait. Elle ressemblait à un clown triste et méchant. Fabrice m'a quitté. Il est parti le soir de Noël. À cause de toi. Tout est de ta faute. J'ai froncé les sourcils. De ma faute? Vous m'avez interdit de venir. Je n'étais même pas là. Comment pourrais-je être responsable? Parce que tu lui as caché qui tu étais, a crié mon père, trouvant enfin sa voix. Si tu nous avais dit que tu le connaissais, on aurait géré les choses différemment. Je ne le connais pas, ai-je riposté. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est le fiancé de Coralie, pas le mien. Menteuse, a sifflé Coralie. Il a vu ta photo dans le garage. Il a vu ton trophée. Il a pété les plombs. Il a dit que tu étais. Elle a grimacé comme si le mot lui écorchait la bouche. Une légende. Il a dit que tu étais une légende. Le temps s'est arrêté. Une légende? Fabrice? Le nom tournait dans ma tête. Fabrice? Fabrice? Une entreprise de BTP. Soudain, un flash m'est revenu. Un souvenir intense, viscéral. Fabrice? Ai-je murmuré. Fabrice le maire? Oui, imbécile, a crié ma mère. Le PDG du groupe Le Maire. Ton patron. Je me suis mise à rire. Un rire nerveux, incrédule, qui est monté du fond de ma gorge. Oh mon Dieu, dis-je. Le petit ingénieur du viaduc. C'est lui. Il me regardait comme si j'étais folle. De quoi tu parles, a aboyé Coralie. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le chariot élévateur. Je les ai regardés un par un. Ils étaient là, dans mon hangar, sur mon territoire, à m'accuser d'avoir ruiné leur vie alors qu'ils avaient essayé de détruire ma dignité. Vous voulez savoir pourquoi il est parti, leur ai-je demandé, ma voix baissant d'un octave, devenant dangereusement calme. Ce n'est pas parce que je suis une ouvrière. C'est parce qu'il sait ce que vaut une ouvrière comme moi. Et il sait ce que valent des parasites comme vous. Comment oses-tu? Ma mère a levé la main pour me gifler. J'ai attrapé son poignet en plein vol. Ma prise était ferme, renforcée par des années à manipuler des leviers et des câbles d'acier. Elle a essayé de se dégager, mais je n'ai pas bougé d'un millimètre. Ne me touche plus jamais, dis-je doucement. Ses mains sont sales, maman, tu ne voudrais pas te tâcher. Je l'ai lâchée. Elle a reculé, massant son poignet, effrayée par la force qu'elle venait de sentir. Vous voulez la vérité, ai-je continué. Vous voulez savoir pourquoi Fabrice le maire me considère comme une légende? Asseyez-vous. Ça va être une longue histoire. Ils ne se sont pas assis. Ils sont restés debout, tremblants de rage et de froid, au milieu de mon hangar. Il y a 5 ans, ai-je commencé, ma voix résonnant clairement. Je travaillais sur le chantier d'extension du port de Marseille. C'était un projet énorme, complexe. Fabrice n'était pas PDG à l'époque. Il était le jeune ingénieur en chef, ambitieux, mais sous pression. J'ai vu Coralie écarquiller les yeux. Elle ne savait rien du passé de son fiancé. Elle ne s'était jamais intéressée à son travail, seulement à son compte en banque. C'était un jour de Mistral violent, ai-je poursuivi, revivant la scène. Personne ne voulait monter dans les grues. C'était trop dangereux. Mais il y avait une pièce cruciale, un coffrage en acier qui menaçait de s'effondrer sur une zone résidentielle à cause du vent. Si ça tombait, ça tuait des gens et ça coulait l'entreprise. Fabrice était désespéré. Il allait perdre son job, peut-être même aller en prison pour négligence. Je les ai regardés. Ils écoutaient malgré eux. Il a demandé des volontaires. Tous les hommes ont baissé les yeux. Ils avaient peur. Moi, j'ai levé la main. J'ai dit, je monte. Tu es folle, a murmuré mon père. Peut-être. Je suis monté à 80 mètres, dans la tempête. La cabine tanguait comme un bateau ivre. J'ai passé 4 heures là-haut, à stabiliser la charge, millimètre par millimètre, en attendant que les soudeurs au sol puissent fixer la structure. 4 heures où ma vie ne tenait qu'à un câble.
Fabrice est resté à la radio avec moi tout le temps. Il me parlait pour que je ne panique pas. Il m'a promis que si on s'en sortait, il ne l'oublierait jamais. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. On a réussi. On a sauvé le chantier. On a sauvé sa carrière. C'est grâce à ce succès qu'il a été promu, qu'il a pu racheter l'entreprise plus tard. Il a voulu me donner une prime énorme. J'ai refusé. J'ai dit que c'était mon travail. Peu après, j'ai changé de région pour revenir ici, près de vous, pour vous aider quand papa a eu sa rechute. Je n'ai pas laissé de contact. J'ai pointé un doigt accusateur vers eux. Fabrice Lemaire me doit tout. Il me doit sa réputation, sa fortune, et peut-être même sa liberté. Alors quand il a vu ma photo dans votre garage, quand il a réalisé que la ratée dont vous aviez honte était la femme qui lui a sauvé la mise, il a vu votre vrai visage. Il a vu des gens qui méprisent ceux qui leur permettent de vivre, ai-je craché. Vous avez honte de mes mains? Ces mains ont sauvé votre futur gendre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère était pâle comme un linge. Mon père regardait ses chaussures. Coralie, elle, semblait faire un calcul mental rapide. Soudain, l'expression de Coralie a changé. La colère a disparu, remplacée par une lueur calculatrice, presque démoniaque. Elle s'est essuyé les yeux. Elle a reniflé. Attends, a-t-elle dit lentement. Donc il t'admire? Il se sent redevable? J'ai plissé les yeux, méfiante. Oui. Et alors? Coralie s'est approchée de moi, un sourire tremblant et grotesque sur les lèvres. Elle a posé sa main manucurée sur mon bras sale. Mais c'est génial, Yveline. C'est parfait. Quoi? Tu peux tout arranger, s'est-elle exclamée. Tu vas aller le voir. Tu vas lui dire que c'était un malentendu. Tu vas lui dire que tu n'étais pas là à Noël parce que tu avais du travail, pas parce qu'on t'a chassé. Tu vas lui dire qu'on t'adore, qu'on est fier de toi. Ma mère a relevé la tête, saisissant la bouée de sauvetage. Oui. Oui, Yveline. C'est la solution. Si tu lui parles, il t'écoutera. Il reviendra vers Coralie. Il suffit que tu expliques que nous sommes une famille unie. J'ai regardé ces trois personnes. J'ai cherché une once de remords, une once d'amour. Je n'ai trouvé que de l'opportunisme. Il ne regrettait pas de m'avoir humilié. Il regrettait seulement de s'être fait prendre. Il me demandait de mentir, de me rabaisser encore une fois, pour sauver leur accès à la richesse de Fabrice. Vous plaisantez, ai-je demandé, incrédule. Après m'avoir traité de ratée, vous voulez que je sois votre entremetteuse? Allez, Yveline, a insisté mon père. Fais pas ta tête de mule. C'est pour la famille. Pense à ta sœur. Elle va se marier avec un millionnaire. On sera tous à l'abri. À l'abri? J'ai reculé, dégoûté. Je suis déjà à l'abri, papa. Je n'ai pas besoin de son argent. Et vous non plus, si vous aviez un peu de dignité. Je ne ferai rien, ai-je tranché. Je ne mentirai pas à Fabrice. Il mérite mieux que Coralie. Il mérite une femme qu'il aime pour lui, pas pour son carnet de chèques. Et il mérite une belle famille qui ne le juge pas sur son passé d'ouvrier. Le visage de Coralie s'est tordu de haine. Le masque est tombé. Si tu ne le fais pas, a-t-elle sifflé, je te détruirai. Je dirai à tout le monde que tu as essayé de me le voler. Je dirai que tu es une garce jalouse qui a séduit mon fiancé. J'ai 50 000 abonnés sur Instagram, Yveline. Je peux ruiner ta vie en un clic. J'ai souri. Un sourire froid, sans joie. Et c'est, Coralie. Et c'est. Ils sont partis en claquant les portières, me laissant seule avec la menace de Coralie flottant dans l'air vicié du hangar. Je savais qu'elle ne bluffait pas. Coralie était une influenceuse de bas étage, mais elle savait manipuler l'opinion. Elle vivait de drames et de victimisation. Je suis retournée dans mon loft, le cœur battant. Je n'avais pas peur pour moi. J'avais peur de la saleté de tout ça. C'était écœurant. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. Puis 2. Puis 100.
J'ai ouvert l'application. Coralie était en direct. Elle pleurait, des larmes de crocodile parfaitement éclairées par son ring light. Le titre du live était « Ma propre sœur a détruit ma vie ». J'ai regardé, fasciné par l'horreur de la chose. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vis, sanglotait-elle face caméra. Mon fiancé m'a quitté, à cause d'elle. Ma sœur aînée, Yveline. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle a profité de Noël pour lui raconter des mensonges horribles sur mes parents. Elle a inventé qu'on la maltraitait. Elle a joué la victime pour le séduire. C'est une manipulatrice. Elle a brisé ma famille. Les commentaires défilaient à toute vitesse. Quelle horreur. Courage Coco. C'est dégueulasse de faire ça à sa sœur. Balance son nom, on va la pourrir. Elle était en train de retourner la situation. Elle faisait de moi la méchante, la briseuse de ménage. Elle protégeait l'image des parents et salissait la mienne. Ma mère commentait même sous la vidéo, nous sommes dévastés. Nous avons tout donné à Yveline et voilà comment elle nous remercie. La nausée m'a prise. C'était tellement injuste. Pendant 10 ans, je les avais nourris, logés, sauvés. Et en une soirée, ils m'avaient transformé en monstre pour sauver leur peau. J'ai failli lancer mon téléphone contre le mur. Je voulais hurler, me défendre, commenter, dire la vérité. Mais je savais que c'était un piège. Si je répondais sur son terrain, je passerais pour la folle hystérique. C'est ce qu'elle voulait. Du drama. Du bruit. Alors j'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à Fabrice. À sa rigueur. À son amour de la vérité. J'ai posé mon téléphone et je suis allée vers mon ordinateur de sécurité. Ce que Coralie et mes parents avaient oublié ou qu'ils ignoraient totalement par arrogance, c'est que mon hangar est un site industriel de haute sécurité. Il y a des caméras partout. Des caméras haute définition avec enregistrement audio. La caméra numéro 4, celle juste au-dessus de l'entrée de l'atelier, avait tout filmé. J'ai retrouvé la séquence d'il y a 1 heure. L'image était cristalline. Le son était parfait. On y voyait ma mère hurler. On y entendait mon père traiter Fabrice de ticket gagnant. Et surtout, on y entendait Coralie. On l'entendait dire, dis-lui que c'était un malentendu. Si tu ne le fais pas, je te détruirai. Je dirai que tu as essayé de me le voler. L'aveu complet. La preuve irréfutable de leur machination, de leur cupidité et de leur chantage. J'ai téléchargé le fichier. J'ai hésité un instant. C'était ma famille, après tout. Si j'envoyais ça, c'était la guerre totale. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Puis j'ai regardé une dernière fois l'écran de mon téléphone où Coralie continuait de mentir, recevant des dons de ses abonnés pour la consoler. Ce n'est pas moi qui déclare la guerre, ai-je murmuré. C'est vous. Moi, je finis juste le travail. J'ai cherché l'adresse email professionnelle de Fabrice. Je l'avais trouvée facilement sur le site de son entreprise. Objet, la vérité sur Noël, Yveline. Pièce jointe, vidéo security cam 04.mp4 message, Fabrice, je ne veux rien de toi. Je ne veux pas d'argent, pas de reconnaissance. Je veux juste que tu saches la vérité. Ne laisse pas ma sœur te manipuler comme elle a manipulé ses abonnés. Regarde ça. Et sois libre. J'ai cliqué sur Envoyer. Le petit bruit, whoosh, du mail qui part à sonner comme le coup de gong final d'un combat de boxe. Après avoir envoyé le mail, je me suis assise dans mon fauteuil, le corps vidé de toute énergie. J'attendais. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Peut-être que Fabrice ne lirait pas le mail. Peut-être qu'il croirait Coralie quand même. Mais 2 heures plus tard, l'enfer s'est déchaîné, mais pas sur moi. Coralie était toujours en train de poster des stories, remerciant ses fans pour leur soutien. Soudain, son flux s'est arrêté. J'ai reçu un appel. Pas de ma famille. De Fabrice. J'ai décroché, la main tremblante. Allô? Yveline? Sa voix était grave, brisée, mais chaleureuse. C'est Fabrice. Je sais. Tu as reçu la vidéo? Oui. Je viens de la voir.
Il a marqué une pause. J'entendais sa respiration lourde. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Yveline. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était toi qui payais pour eux. Je ne savais pas qu'ils te traitaient comme ça. Ce n'est pas ta faute, Fabrice. Si. J'aurais dû voir. J'aurais dû comprendre que Coralie était vide. Mais cette vidéo. C'est monstrueux. Ce qu'elle dit à la fin, le chantage. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé. Ce qu'il faut faire. Allume ton téléphone. Va sur le live de Coralie. Je suis en route pour chez elle. Il a raccroché. J'ai rouvert Instagram. Coralie avait recommencé un live, probablement alertée par le silence radio de Fabrice. Elle était nerveuse. Les amis, je crois que Fabrice arrive. Il doit venir s'excuser. L'amour est plus fort que tout, n'est-ce pas, disait-elle avec un sourire forcé. Puis, on a entendu frapper à la porte de son appartement, celui que j'avais payé pendant des années. Elle a couru ouvrir, gardant le téléphone à la main pour filmer les retrouvailles émouvantes. Fabrice. Chérie, a-t-elle crié. Fabrice est entré dans le cadre. Il ne souriait pas. Il portait son costume sombre, il avait l'air d'un juge prêt à prononcer une sentence de mort. Il a regardé le téléphone, comprenant qu'il était filmé. Au lieu de demander d'arrêter, il a regardé droit dans l'objectif. « Tu filmes ?» a-t-il demandé calmement. « Parfait. Comme ça, tout le monde saura. » Le sourire de Coralie a vacillé. « De quoi tu parles, bébé ?» Fabrice a sorti son propre téléphone. Il a monté le son au maximum. Et il a appuyé sur lecture. La voix de Coralie a résonné dans l'appartement et sur les milliers d'écrans de ses abonnés. « Si tu ne le fais pas, je te détruirai. Je dirai que tu es une garce jalouse. » Le visage de Coralie s'est décomposé en direct. Elle a essayé d'arracher le téléphone des mains de Fabrice. « Coupe ça. Coupe ça, a-t-elle hurlé. Fabrice l'a repoussé doucement mais fermement. « C'est fini, Coralie. J'ai vu la vidéo de sécurité. J'ai vu comment tu traites ta sœur. J'ai vu comment tes parents parlent de moi comme d'un carnet de chèques. » Il s'est tourné vers la caméra du live. À tous ceux qui regardent, Yveline n'est pas la méchante. Yveline est la femme la plus honorable que je connaisse. Elle a payé les études de cette fille. Elle a payé la maison de ses parents. Et ils l'ont jetée dehors à Noël parce qu'elle a les mains sales. Si vous voulez soutenir quelqu'un, soutenez ceux qui travaillent, pas ceux qui mentent. Il a regardé Coralie une dernière fois. Rends la bague. Et quitte cet appartement. J'ai vérifié les baux. C'est le nom d'Yveline sur le contrat de location, n'est-ce pas? Tu vis chez elle en l'insultant. C'est fini. Il a pris la bague qu'elle avait au doigt, l'a posée sur la table, et est sorti. Le live a coupé brutalement. Je suis restée assise dans mon loft, le silence étant revenu. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de solitude. C'était le silence de la justice. Je n'avais pas eu besoin de dire un mot. La vérité avait fait tout le travail. Les jours qui ont suivi ont été un carnage pour ma famille. La vidéo de l'intervention de Fabrice est devenue virale. Quelqu'un avait enregistré le live et l'avait reposté sur Twitter et TikTok. Le hashtag Team Yveline a commencé à circuler. Coralie a perdu 80% de ses abonnés en 48 heures. Les marques avec lesquelles elle travaillait ont rompu leurs contrats les unes après les autres. Personne ne veut associer son image à une menteuse manipulatrice qui insulte le monde ouvrier. Elle a dû fermer ses comptes, honteuse, traquée par les commentaires haineux. C'était la justice d'Internet, brutale, rapide, sans pitié. Mes parents n'ont pas été épargnés. À Vichy, c'est une petite ville. Tout se sait. La voisine a vu la vidéo. Le boulanger a vu la vidéo. Quand ma mère sortait faire ses courses, les gens chuchotaient sur son passage. C'est elle qui a chassé sa fille à Noël? C'est elle qui vit au crochet de sa fille ouvrière en jouant la grande dame? Leur réputation, cette image qu'ils chérissaient tant, plus que leur propre fille, était en lambeaux. Ils ne pouvaient plus jouer les aristocrates.
Tout le monde savait qu'ils étaient des ingrats fauchés. 2 semaines plus tard, mi-janvier, ils sont venus me voir. Cette fois, ils ne sont pas arrivés en trombe. Ils se sont garés timidement devant mon portail. Ils ont sonné. J'ai ouvert le portail, mais je suis resté sur le seuil de ma porte d'entrée. Je ne les ai pas invités à entrer. Ils avaient vieilli de 10 ans. Mon père était voûté. Ma mère n'était pas maquillée, ses cheveux étaient ternes. Coralie n'était pas là. Yveline. A commencé mon père, la voix tremblante. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé froidement. Ma mère a trituré son sac à main. On n'a plus de nouvelles de Coralie. Elle est partie chez une amie à Lyon. Elle est déprimée. Ce n'est pas mon problème. On a des soucis, Yveline, a continué mon père. Avec tout ce scandale, et sans l'aide de Fabrice qu'on espérait, la banque nous appelle. On a des retards de paiement. Coralie ne peut plus nous aider, évidemment. Et nous, notre retraite ne suffit pas pour la maison, le chauffage. Ils étaient là pour demander de l'argent. Encore. Après tout ce qu'ils avaient fait. Leur audace était stupéfiante. Ils pensaient que parce que j'étais leur fille, le robinet serait toujours ouvert. Ils pensaient que je pardonnerais tout au nom du sang. J'ai sorti une enveloppe de ma poche arrière. Je l'avais préparée. Je savais que vous viendriez, dis-je. Tenez. Ma mère a pris l'enveloppe avec espoir, ses yeux brillants d'avidité. Elle pensait que c'était un chèque. Elle l'a ouverte. C'était une liasse de papier. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, déçue. Ce sont les relevés de compte des 10 dernières années, ai-je expliqué. Regardez la dernière page. Le total. Elle a regardé. 124 000 €, a-t-elle lu. C'est la somme exacte que je vous ai donnée depuis que j'ai arrêté l'architecture. 124 000 €. J'ai payé votre maison. J'ai payé vos dettes. J'ai tout payé. J'ai fait un pas vers eux. Cette maison à Vichy? Elle est payée. Je vous ai viré le solde de l'hypothèque l'année dernière sans vous le dire, pour vous faire une surprise. Donc la banque ne vous appelle pas pour la maison. Elle vous appelle pour vos crédits à la consommation, pour vos voitures, pour vos apparences. Mais il n'y aura plus un centime, ai-je coupé. Le guichet est fermé. Définitivement. Vous avez votre maison, vous avez vos retraites. Si ça ne suffit pas, vendez la BMW. Vendez les bijoux. Ou mieux, travaillez. Yveline, tu ne peux pas nous faire ça. On est tes parents, a pleurniché ma mère. Si, je peux. Vous m'avez dit, ici, ce n'est pas pour les rater. Eh bien, devinez quoi? Ici, chez moi, ce n'est pas pour les parasites. Partez. Et ne revenez pas. Si vous avez une urgence médicale vitale, appelez le 15, pas moi. J'ai reculé et j'ai fermé la lourde porte en chêne. J'ai entendu ma mère sangloter de l'autre côté, mais pour la première fois de ma vie, cela ne m'a rien fait. J'ai tourné le verrou. Clic. Ce petit bruit métallique a été le son le plus libérateur de mon existence. Je suis resté adossé à la porte fermée pendant un long moment, écoutant le bruit de leur moteur s'éloigner. C'était fini. J'avais coupé le cordon toxique qui m'étranglait depuis une décennie. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais légère. Comme si on m'avait enlevé un sac de ciment de 50 kilos des épaules. Le lendemain, Fabrice est venu me voir. Il est arrivé seul, sans fleurs, sans grand discours. Il portait une tenue décontractée, un jean et un pull, loin du costume de PDG. Il a regardé mon hangar, mon loft, mon installation. Il a sifflé d'admiration. « Tu as bâti tout ça toute seule ?» a-t-il demandé. « Oui. Brique par brique. » C'est impressionnant, Yveline. Vraiment. Nous nous sommes assis sur ma terrasse, buvant un café. L'air était froid, mais le soleil brillait. « Je voulais te remercier, » a-t-il dit. « De m'avoir ouvert les yeux. J'ai failli épouser une illusion. Tu méritais de savoir. J'ai rompu définitivement avec Coralie. Et j'ai viré ton père de mon conseil consultatif bénévole où je l'avais mis pour lui faire plaisir.
Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Il m'a regardé intensément. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu continues la grue? J'ai souri. J'aime la grue. Mais j'ai d'autres projets aussi. Avec mes entrepôts, je pense monter une société de location de matériel de BTP. J'ai le capital, j'ai l'espace. Les yeux de Fabrice se sont allumés. C'était le langage qu'il comprenait. Le langage des bâtisseurs. Si tu as besoin d'un partenaire, ou juste d'un conseil, je suis là. Pas parce que je te dois la vie. Mais parce que tu es doué. Ce n'était pas une déclaration d'amour romantique. C'était mieux que ça. C'était une déclaration de respect. Un respect d'égal à égal. Quelque chose que je n'avais jamais eu de ma propre famille. Nous avons parlé pendant des heures. De béton, d'acier, de logistique, de l'avenir. Pour la première fois, je ne me cachais pas. Je n'avais pas honte de mes connaissances techniques. Au contraire, elles étaient ma force. Avant de partir, Fabrice m'a dit, tu sais, ce trophée que j'ai trouvé dans le garage? Ton père voulait le jeter à la poubelle en partant. Je l'ai récupéré. Il est allé à sa voiture et a ramené le vieux trophée en laiton. Il l'a posé sur ma table. Il est à toi. C'est la preuve que tu es la meilleure. Ne les laisse plus jamais le cacher dans le noir. J'ai pris le trophée. Il brillait sous le soleil d'hiver. J'ai réalisé que je n'avais rien perdu en perdant ma famille. J'avais gagné ma liberté. J'avais gagné ma dignité. Et j'avais gagné des alliés, des vrais. Ma mère m'avait dit que sa table n'était pas pour les ratés. Elle avait raison. Sa table était pour les menteurs et les faussaires. Ma table à moi, celle que j'avais construite de mes mains, était ouverte à ceux qui connaissent la valeur de l'effort et de la vérité. Et c'était la seule table où je voulais m'asseoir désormais. 1 an a passé. C'est de nouveau Noël. Mais cette année, tout est différent. Je ne suis pas allée à Vichy. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai appris par des connaissances qu'ils ont dû vendre la BMW et qu'ils vivent plus modestement. Coralie a disparu des réseaux sociaux, elle travaillerait comme vendeuse dans une boutique de vêtements à Lyon. C'est un métier honorable. Peut-être qu'elle apprendra enfin ce que c'est que de gagner sa vie. Quant à moi, je suis toujours grutière, mais seulement à mi-temps. Le reste du temps, je dirige ma nouvelle entreprise, Yveline Logistique et Matériel. J'ai 3 employés maintenant. J'ai agrandi mon hangar. Les affaires marchent fort. Ce soir, c'est le 24 décembre. J'ai organisé une grande fête dans mon loft. Il y a mes employés et leurs familles. Il y a Fabrice, qui est devenu mon meilleur ami et mon partenaire commercial, et qui sait, peut-être un peu plus à l'avenir, on prend notre temps. Et à la place d'honneur, au bout de table, il y a Madame Delorme. Elle porte une belle robe neuve que je lui ai offerte. Elle rit aux éclats, entourée de gens qui l'écoutent vraiment. Elle n'est plus seule. Je ne suis plus seule. J'ai regardé autour de moi. Il n'y a pas de porcelaine fine, pas de manière guindée. On mange une raclette géante, c'est convivial, ça sent le fromage et la joie. Les gens rient fort. Ils ont les mains calleuses, les visages marqués par le travail, mais leurs yeux brillent de sincérité. Je me suis levée pour porter un toast. À la famille, ai-je dit, levant mon verre. Tout le monde a répondu, à la famille. Mais dans mon cœur, je savais de quelle famille je parlais. Pas celle du sang, qui peut être empoisonnée. Mais celle du cœur, celle qu'on se choisit. Celle qui vous relève quand vous tombez, celle qui célèbre vos victoires, même si vos mains sont sales. J'ai regardé mes mains. Elles portaient encore quelques traces d'huile moteur que le savon n'avait pas pu enlever. J'ai souri. Je ne les cacherai plus jamais. Elles sont mon histoire. Elles sont ma fierté. Elles sont la preuve que je ne suis pas une ratée. Je suis une survivante. Je suis une bâtisseuse. Si vous retenez une chose de mon histoire, c'est celle-ci, ne laissez jamais personne définir votre valeur. Pas vos parents, pas la société, pas ceux qui vous jugent sur votre apparence. Votre valeur est dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez, et dans la vérité que vous portez en vous. On peut vous chasser d'une table,
Mais on ne peut pas vous empêcher de construire votre propre maison. Et croyez-moi, la nourriture y a bien meilleur goût quand elle est gagnée avec intégrité. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné de la force. Avez-vous déjà vécu une rupture familiale à cause de l'argent ou du statut social? Avez-vous réussi à vous reconstruire comme Yveline? S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de revanche et de justice. Laissez un j'aime si vous pensez qu'Yveline a eu raison de couper les ponts. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Joyeux Noël à tous les bâtisseurs de ce monde. Vous êtes les vrais rois et reines. À bientôt.